Vous êtes en retard. Un magicien n'est jamais en retard, frottant sa quai. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. C'est merveilleux de vous voir, Scandale. First, make your requirements less dumb. Your requirements are definitely dumb. It does not matter who gave them to you. It's particularly dangerous if a smart person gave you the requirements, because you might not question them enough. Yeah, you might take it as like gospel, like Yes. I have to do this thing. Everyone's wrong, no matter who you are, everyone's wrong some of the time. Then try very hard to delete the part or process. This is actually very important. If you're not occasionally adding things back in, you are not deleting enough. Right. Anyway, so step one, make your requirements less dumb. Step two, delete the part or process step. If you're not deleting a part or process step at least 10% of the time, basically, if you're not adding things back in 10% of the time, you're clearly not deleting enough. Right. And then only the third step is simplify or optimize. The third step, not the first step. The reason it's the third step is because it's very common, it's possibly the most common error of a smart engineer is to optimize a thing that should not exist. And then finally you get to step 4, which is accelerate cycle time. You're moving too slowly, go faster. But don't go faster until you have worked on the other 3 things first. You know? And then the final step is automate. Et on part à l'Everest avec l'idée d'être ultra léger. Donc on prend vraiment rien. Pas de sac-couchage, pas de matelas, de tente. Pierre Bégin prend un petit réchaud parce que lui avait cette habitude-là, on respecte. Mais nous, on avait dit, on prend rien. On prend 1 demi-litre d'eau froide. J'avais 2 barres ici dans la petite poche sur la manche. Et puis autrement, on va manger la neige. Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Le 30 août 1986, il y a 2 Suisses, Erard Lauretan et Jean Triolet, qui vont grimper l'Everest à partir du glacier Rongbuk à 5850 mètres en 43 heures et établir une nouvelle norme en matière d'alpinisme, même une nouvelle discipline. C'est un exploit qui reste à l'heure actuelle toujours inégalé. Ils sont allés avec Dieu, une fondue, 1 demi-litre d'eau, une bouteille d'abricotine et let's go quoi. 37 heures de montée nuit et jour avec 1 demi-litre d'eau et 2 barres d'ovomaltine, 1h30 au sommet au soleil, et après 5 heures de descente en glissant les fesses dans la poudreuse, contrôlant la descente avec les piolets. Ça paraît totalement impossible et suicidaire, comme quand je raconte cette histoire à des proches. Les gens ont la même réaction que lorsque James Cameron a atteint Deep Challenger Deep à moins 11 000 sous la mer, ou lors de l'invention de la voiture, ou de l'internet, ou à l'heure actuelle avec les batteries électriques, ou avec l'intelligence artificielle. C'est dû à la pensée par analogie. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment innover en utilisant le principe premier. On va voir un patron que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. J'essaie de vous aider. Alors, il y a plusieurs façons d'arriver à ces fins. Dans la vie, sur la Terre, dans tout. Et c'est pareil pour l'Everest. Alors comment localiser l'Everest? Moi je fais en pâté, je fais 1, 2, 3. Et après je sais qu'ici il y a l'Everest. Alors l'Everest, il y a 2 routes. Il y a une route, wow, c'est magnifique. Il y a ce qu'on appelle la route sud, qui est celle-ci. Où il y a un camp de base ici. Et ensuite on va aller au camp 1, on va redescendre, camp 2, tac. Jusqu'au camp 3 ici. Et au camp 3, généralement, ça va se diviser en 2. Il y a une équipe qui va partir à l'Otse pour redescendre plus tard. Puis une autre équipe qui va aller, qui va grimper. Waouh, c'est trop bien. J'adore ce logiciel. Qui va grimper là, qui va se mettre au camp numéro 4. Pour ensuite grimper, finir ici et puis arriver au sommet de l'Everest. Donc c'est vraiment c'est l'itinéraire le plus simple. Pourquoi? Parce que déjà on peut arriver à... Malheureusement on doit arriver à pied, on peut pas arriver en bagnole.
Mais du haut dénivelé, c'est la trajectoire la plus simple. Donc on fait camp 1, camp 2, camp 3. Et après, donc au camp 3, on est bien, on est à 5364 mètres. Donc on ne crée rien, mais à partir du moment où on grimpe ce segment, on rentre dans les 7500 mètres. Et quand on rentre dans les 7500 mètres, on rentre dans ce qu'on appelle la zone de la mort. C'est-à-dire que si tu as un coup de barre, si tu ne peux pas avancer, tu meurs. Pas de chance. Crotte de nez. Il doit rien t'arriver. À partir de cette attitude, si tu redescends vivant, tu es un survivant. Donc ça, c'est la route sud. Voilà. Et le camp 4, il est à 7950 mètres, donc tu es mort. Là, il faut vraiment de l'oxygène. Donc ça, c'est une route dans la vie. Voilà, on prend une trajectoire. Comme ça. Après, il y a une autre façon de le faire, de monter l'Everest. Comme pour tout. C'est par le sud. C'est par le nord, pardon. L'avantage, c'est que là, on peut arriver au camp de base en voiture. Alors du coup, il n'y a pas de marge d'approche, donc c'est plus facile de ramener des trucs. Et puis ensuite, on a des choix entre deux glaciers. Mais le plus pratique, c'est de monter par ici, tac, tac, tac. On va grimper. Ensuite, on va suivre cette courbe. Et on va s'installer ici. Alors là, il y a plein de façons de monter. On peut monter par là, tac, la côte, on peut monter par derrière. Mais généralement, il y a un camp de base qui va s'installer ici, puis ensuite, on va grimper là. Là, on peut traverser par ici ou finir ensuite sur la crête et on monte l'Everest. Et ça, c'est la façon qu'on a de la pratiquer par le nord. Alors, ces deux routes, c'est du style Himalaya, c'est-à-dire on va installer un super camp de base. Voilà, comme ça. Et ensuite... Voilà, on va installer un super camp ici, camp de base. Et ensuite, on va monter les camps. Monter les camps 1, 2, 3, 4. On va porter des charges, on va fixer des cordes et des échelles entre les camps. Donc là, entre le camp 1 et 2, on va fixer des cordes fixes, on va mettre des échelles. Et on va utiliser de l'oxygène. Donc c'est là où il faut des Sherpas. C'est la façon de monter. De monter. Oh, je vais essayer de faire un truc pas mal. Oh, wow. C'est la façon de monter l'Everest qui est classique. C'est pour ça qu'il y a des permis qui sont délivrés. C'est pour ça qu'il y a des Sherpas qui travaillent. Il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça. Pour 75 000 $, on paye, on a des Sherpas qui vont faire l'aller-retour, qui vont monter l'oxygène, qui vont mettre les échelles et ainsi de suite. Ça, c'est le style Himalaya. Ensuite, concernant la route nord, il y a une première innovation qui va se faire en 1980, fait par les Japonais. Et eux, ce qu'ils vont dire, c'est au lieu de prendre la route sud et au lieu de prendre la route nord, on va longer le glacier, ici, et ils vont inventer la japonaise. Japonaise, c'est se pointer là, monter tout ça, et ensuite, à partir d'ici, grimper dans ce qu'on appelle le Orbein couloir de Thomas Orbein. C'est un Américain, en 1963, qui est passé par ici, tac tac, et il a utilisé ce couloir. Et du coup, les Japonais, ils vont faire une première innovation, ils vont dire, attends, la face nord, on va pas s'emmerder à faire le tour, et des trucs compliqués, on va arriver, on va faire un camp intermédiaire en bas, et on va grimper, tac, par la japonaise, et on va finir par le couloir, et ensuite on sera en haut, et on peut redescendre. Donc c'est les premiers qui seront Takashi Ozaki et Tsuneo Shigehiro. Ce seront les premiers à faire l'ascension complète par la face nord en partant du glacier. Donc déjà à commencer à raccourcir les choses. Donc en mai. L'Himalayas classique, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient très très forts. Mais c'était installer un super camp, après monter des camps, camp 1, camp 2, camp 3, porter des charges, alimenter tous ces camps, fixer des cordes entre deux, des échelles. Et puis après, on a trouvé qu'au début, en 52, on ne peut pas faire sans oxygène, donc on est parti avec l'oxygène. Donc ça, c'est le style himalayen. Nous, on suivait les traces de Reinhold Messner et des précédents qui ont fait du style alpin. En août, il y a Reinhold Messner qui va faire une deuxième innovation. Lui, il va faire l'ascension donc par ici, tac tac. Il va monter là, mais par contre, il va la faire en 3 jours, par le nord, en solo, sans oxygène, dans un second style qui va s'appeler le style alpin. Et là, ça va changer par rapport au japonais, c'est-à-dire que lui, il va innover, il va dire « j'utilise pas d'oxygène, j'utilise pas de Sherpa, j'utilise pas de corde fixe et j'utilise pas de camp fixe ». Et ce style alpin
de ne pas utiliser d'oxygène, rien du tout et tout. Ça va rester pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il y ait 2 Suisses qui vont innover. Alors Erard Loretan et Jean Triolet, ils vont faire comme Elon Musk, c'est-à-dire ils vont déconstruire la pratique de l'himalayisme en utilisant le principe premier. Ils vont grimper de nuit, sans équipement. Ce qui est un truc de malade, parce que l'alpiniste polonais Wojtek Kurtka appellera Night Naked Climbing, qu'on peut traduire par l'escalade nocturne à poil ou de nuit à poil, et c'est le début du speed climbing en fait, c'est-à-dire l'escalade de vitesse, et aujourd'hui on va voir comment on fait ces pionniers. Le style Loretan, c'est aussi le fait d'aller vite et léger. Ouais, alors si tu veux, on a remarqué beaucoup de choses en altitude. On a vu qu'en dessus de 7000, les batteries se déchargent continuellement. Alors on s'est dit avec Jean, pourquoi on n'utiliserait pas cette énergie qui est de toute façon perdue pour continuer? Alors c'est là qu'on s'est dit, voilà, on va essayer de partir jour et nuit, donc faire des non-stop, de temps en temps des petites pauses. Alors ça nous amenait beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que vu qu'on dort plus en altitude, plus besoin de tente, plus besoin de sac couchage, plus besoin de grand-chose, vu dans des petits sacs, d'où cette rapidité. Et cette rapidité, à mon avis, c'est notre assurance vie. C'est vrai que selon la médecine, on devrait boire 5 à 6 litres par jour. Et quand tu penses qu'en dessus de 7000 mètres, il faut plus d'une heure pour faire fondre un peu de neige, pour avoir 1 litre d'eau froide, il faut plus d'une heure. Si tu fais le calcul, il ne nous reste plus grand-chose pour grimper. Donc le temps qu'on perdrait, l'énergie qu'on dépenserait à nous faire à boire, on la perdrait de toute façon. Donc autant y aller. Nous, on prend un demi-litre d'eau dans la poche. Et puis on y va, quoi. Et puis, moi, j'arrive même à faire à l'Everest, par exemple, j'ai fait 43 heures aller-retour. Je suis parti avec mon demi-litre, je suis rentré avec. On essaie de manger un petit peu avant de partir, tu vois. On va jusqu'au pied de la paroi. Là, on essaie de manger. On mange en général une fondue, ça va pas mal. Et puis, après, en altitude, c'est un bâton de vos sports par jour, 2 maximum, tu vois. T'as pas faim. La fondue, c'est bon pour le moral aussi. Ouais, ça crée la bonne humeur. Alors, le problème, c'est qu'au-dessus de 7000, donc au-dessus du camp 4, au-dessus de cette ligne-là, il y a une perte d'énergie continue. Donc plus on passe de temps d'altitude, plus il y a de détérioration. Donc l'altitude va nous tuer. On solutionne, soit on peut aller plus vite, soit on prend de l'oxygène. Et la solution qu'ils vont avoir, c'est vraiment de passer le moins de temps possible en aller-retour, en altitude. C'est utiliser la vitesse comme assurant de vie contre des conditions climatiques et contre surtout le manque d'oxygène. Mais ils ont besoin de répondre à 3 prérequis à la survie. Pas qu'en altitude, mais de toute manière. La nourriture, l'eau et l'abri. Alors la nourriture, l'idée c'est de manger avant de partir. Et jusqu'au pied de la paroi. Donc Erard, c'est un gruyérien, il adore le gruyère et les fondus. Donc en 86, durant l'ascension, donc eux, ils ont fait ça comme itinéraire, donc ils partent de là. Tchouk, hop, on longe, tac, tac, tac. On arrive en bas, ils prennent la japonaise. Hop. Ils montent le couloir d'Arbain. Ils se posent 1h30 et après, pendant 5 heures, ils vont glisser sur les fesses jusqu'en bas. Et quand ils arrivent en bas, ils mangent une fondue avant de partir. Ils prennent 2 barres Ovosport hop, dans les poches de la jaquette. Et ils se disent, de toute façon, la bouffe, ensuite, c'est un marathon de sport d'1 jour ou 2, donc t'as pas faim. Donc ce qu'ils vont se dire, c'est, la première solution pour la bouffe, c'est de pas manger, on mange avant. La deuxième solution pour l'eau, c'est leur calcul, c'est que pour ce type d'ascension, il faut boire 6 à 7 litres d'eau par jour. Mais le problème, c'est qu'au-dessus de 7000 mètres, il faut plus d'1 heure pour faire fondre de la neige et pour avoir un litre d'eau. Donc l'énergie perdue pour se faire à boire serait la même que pour grimper. Donc la solution qu'ils ont, c'est qu'ils prennent un demi-litre d'eau dans leur poche. En 86, Erard, il part et il rentre avec son demi-litre d'eau. Il ne l'a pas touché. Et généralement, sinon, pour d'autres sommets, il a une petite bouteille de whisky d'aéroport avec un mélange entre sirop de fraise et de l'abricotine pour pas que ça gèle. Et pareil, 2 barres chocolatées Ovosport. Et sinon, il bouffe de la neige, quoi. Donc la nourriture, on bouffe avant. L'eau, on prend un demi-litre d'eau. Et l'abri, ils solutionnent en disant pas d'abri. Donc l'idée pour eux, c'est que c'est dangereux de perdre 2 heures le soir pour installer la tente, enlever les habits et les crampons pour passer une nuit dans un sac de couchage et de devoir tout remettre le lendemain. Donc ils vont grimper non-stop jour et nuit pour passer le moins de temps en altitude. Donc pas de sac de couchage, pas de matelas,
pas de tente, juste un petit sac pour rester rapide. Alors la question c'est comment ne pas mourir de froid, comment se reposer? Alors, tout d'abord, c'est qu'on se dit, on va grimper en style alpin. On ne va pas prendre d'oxygène, ça c'est sûr. On ne va pas prendre de Sherpa d'altitude, de corde fixe et de camp fixe. Ce qu'on veut, c'est faire un style pas forcément nouveau, parce que Messner l'a fait, c'est bivouaquer sur place et continuer. Après, avec Erhard, on a inventé un autre style. C'est grimper jour et nuit pour passer le moins de temps possible en altitude. C'est l'expérience qui nous dit que, à force de passer du temps d'altitude, on part en détérioration. Donc, on passait le moins de temps possible et pas passer une nuit à rester dans un sac couchage après avoir été déséquipé complet, les habits, les souliers, les crampons, puis se remettre le matin, prendre 2 heures pour remettre les souliers, les crampons. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud. L'innovation majeure qu'ils vont faire, c'est de grimper durant la nuit pour se reposer durant les heures chaudes du jour et limiter la durée d'exposition au danger. C'est extrêmement intelligent, donc ils vont partir de nuit, ils vont grimper la nuit à fond, et vu qu'il fait nuit, il fait froid, mais eux ils sont en mouvement, donc ils ne risquent rien. Et ensuite, le jour, ils vont pouvoir se reposer. Et ça c'est super intéressant parce que c'est les premiers à l'avoir fait. Et c'est totalement contre-intuitif. Donc de l'extérieur, on pourrait penser que ce sont des malades, des suicidaires, mais en réalité pas du tout. Ils sont extrêmement prudents. Il y a 2 forces en jeu. Il ne faut pas confondre les enfants intérieurs avec un penchant narcissique comme Stockton Rush et l'implosion du submersible Ocean Gates au-dessus de l'épave du Titanic, où il y a des constructions mentales qui l'ont assassiné parce qu'il n'a pas accepté les limites. Les limites, c'est important. Le mec qui voulait aller faire du submersible au Titanic, qui voulait faire du tourisme sous la mer, il n'avait pas l'argent pour le faire, et du coup il a dit bah, c'est pas grave, je vais le faire avec moins d'argent, sauf qu'il n'a pas respecté les limites. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Yeah. At some point, you're going to take some risk, and it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules. Et il est mort. Mais c'est pas du tout ça qu'ils ont fait les 2 Suisses. C'est 2 notions qui paraissent ennemies, en fait, qui sont complémentaires. Ce qui est vrai, c'est on tue l'expérience même de l'énergie vitale en tuant le risque. Ça, c'est vrai. Et là, je suis d'accord. C'est un peu ce que sentait Stockton Rush, ce que sentent les gens qui sont accros de sport extrême et qui meurent. Mais il y a le deuxième truc, c'est qu'on peut prendre du risque de manière progressive pour essayer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc quand ils font ça, ils partent pas de rien. En fait, en premier, ils ont essayé K2. Alors K2, je vais essayer de vous le trouver. K2, c'est par là. K2. La première expérience qu'on a faite, c'est un peu déjà au K2, en montant d'un camp à l'autre, mais sans prendre de tente. On s'asseyait là, on repose un peu la nuit, puis on repartait. Donc K2, c'est un 8000. C'est un 8000 énorme. C'est beaucoup plus dangereux que l'Everest. Sans rigoler, c'est un truc qui fait flipper. Je vais essayer de vous le mettre en joli. Ils font K2, pourquoi ? Parce que c'est un 8000. Et ils valident un peu, voilà, on arrive par là, tac, tac, tac. Ça, c'est monstrueux à faire. Et sur le K2, ils vont essayer, c'est-à-dire de monter à un camp, de se reposer un peu, et ensuite de repartir. Et ensuite de se reposer un peu, ensuite de redescendre. Et ils vont valider qu'en fait, ils sont capables de grimper la nuit, se reposer un peu, et puis après repartir, quoi. Mais ils vont tester leur endurance sur le K2. Du coup, quand ils arrivent sur l'Everest, ils ont déjà le niveau d'expérience, d'endurance d'un sommet qui est plus difficile. Le K2 tue plus que l'Everest. C'est vraiment beaucoup plus violent. Donc déjà, ils vont valider ça avec le K2. Wow. Non, c'est énorme ce truc. J'adore ce site. Et ensuite, ils vont aller Dhaulagiri. Au Dhaulagiri, ce qu'on avait fait au Dhaulagiri, c'est on a pris un sac couchage pour 3, mais il faisait moins 50. Et on était tout près du 8000, où on a dû bivouaquer. On était assis sur le sac à dos, les pieds un peu dans le vide, parce que c'était très raide. On venait de faire 2000 mètres de salle sur les crampons, et on était tout près des 8000. Donc, à moins 50, passer une nuit comme ça a été dur, mais ça nous a forgé pour la suite, en disant, on supporte une nuit comme ça, on va supporter quelque chose à moins 30 quand même plus facilement. Ils vont faire un autre sommet, qu'ils vont beaucoup travailler, c'est ça.
De la Guéry, c'est énorme. Waouh. Voilà. Essayer de le mettre en joli. Et de la Guéry, là, ils vont faire un autre truc. Comme je vous ai dit, c'est pas des... on dirait que c'est des tarés, mais en fait, c'est pas du tout des tarés. Là, ils passent une nuit avec un sac de couchage pour 3 à 8000 à moins 50 degrés. Pas y croire. Voilà pourquoi tu es chaud. Donc, ils vont aller à 8000 mètres, à 3, par moins 50 degrés, avec un sac de couchage, et ils survivent. Donc, en fait, quand ils ont fait les deux... En fait, quand ils sont entraînés à monter d'un camp à un autre, et à se reposer un tout petit peu avec le K2, et qu'ensuite ils savent qu'ils peuvent passer une nuit par moins 50 à de la Guéry, bah, ils se sont dit, l'Everest, en fait, on peut le faire, quoi. Du coup, on dirait que c'est un truc de malade, mais en fait, pas tant. Putain, j'adore ce site web. Donc en troisième, l'Everest, quand ils arrivent sur l'Everest, ils n'ont pas besoin de conditionnement physique. Donc voilà, ils n'ont pas besoin d'entraînement spécifique pour l'Everest, ils sont déjà acclimatés. Jean Triolet, il explique aussi que c'était moins dangereux de gravir l'Everest en 86 par la face nord que de travailler comme guide en Suisse, car c'était 3 mois de montagne pour 2 jours d'exposition, l'Everest, alors qu'un guide, il peut être exposé 50 fois en 3 mois de saison avec des clients. Donc voilà, ils font une fondue savoyarde pré-ascension, ils mangent aussi du lard. J'ai lu dans un livre des techniques ou des techniques sportives qu'il fallait manger du lard et du fromage. Il n'y a que ça de vrai. Bon morceau de lard avec un bon morceau de gruyère. Alors je vous dis pas le festin. C'est mieux que toutes ces saloperies qu'on peut bouffer et qu'on trouve sur le commerce. Ah, j'avais oublié. Comme boisson, aussi à recommander, vachement énergétique, c'est la bricotine. Ensuite, rituel avec des Sherpas bouddhistes. On demande la protection des dieux toujours dans ces montées-là, surtout que c'est des trucs... Il y a beaucoup de variables comme le climat, on ne peut pas trop savoir. Donc il y a un rituel avec les Sherpas bouddhistes, on demande la protection des dieux. Appa Sherpa lui dit, tiens, tu prends ce sachet de riz, tu le mets dans ta combinaison, il va te protéger des avalanches. Et ensuite, ascension, sans parler, chacun dans sa bulle, chacun pour soi. Et Erard explique que l'objectif, c'est jamais pour eux de gravir le sommet. L'objectif, c'est de rentrer vivant. C'est super important, ce premier point, c'est-à-dire que quand ils partent pour ce genre de truc, jamais ils se disent « Ah ouais, on va arriver en haut, on va arriver à grimper ». Non, ils visualisent toujours « Ok, quand on va rentrer ». Du coup, ça leur permet de voir tout le voyage qu'il y a à faire, et non pas seulement la moitié. Donc voilà, c'est très important ce point, c'est dangereux d'avoir comme objectif de gravir le sommet seulement. Il raconte aussi qu'il faut avoir aucune arrière-pensée sur sa famille, ses proches, que l'on devrait avec eux, voilà, qu'il y a un autre endroit où on aimerait être. Non, il faut aimer être là et aimer seulement être là. Ensuite, il faut juste avoir la peur et l'angoisse comme assurance vie et être fort mentalement. C'est-à-dire, c'est quoi être fort mentalement ? Être fort mentalement, c'est bien accepter la souffrance. Être fort mentalement, c'est bien accepter la souffrance. Alors du coup, ils arrivent à 8000, tchac, et puis ils déposent leur petit sac. Ils ont des hallucinations. Il y a Jean qui voit un transformateur sur un nuage au-dessus d'un camp avancé. Ils voient des grimpeurs en habit de carnaval en train d'escalader le Sérac ou sortir d'une caverne. Voilà, donc c'est gros délire. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de 7500, ils n'ont plus d'oxygène, donc après ils déposent les sacs et puis ils continuent à pattes. Et une fois en haut, ils passent 1h30 au sommet. Ils ont tous les deux témoigné d'avoir ressenti une troisième présence très forte durant tout le voyage. Un truc puissant qui les a accompagnés. Ils sont devenus assez spirites les deux. Je pense que la montagne, ça rend assez spirit. Ça t'a donné un peu une dimension mystique, si je puis dire. Ouais, c'est vrai que là-haut, tu ressens, par exemple, souvent à 2-3 reprises, j'ai ressenti une présence très très forte, tu vois, d'une troisième personne. J'arrive pas à expliquer quoi, mais je l'ai ressenti plusieurs fois. Très très fort. Ange gardien ? Je pense. En tout cas, on en a bien besoin de toute façon. Ils ont témoigné tous les deux avoir ressenti une troisième présence très forte durant tout le voyage qui les a accompagnés. Puis ensuite, redescente, en glissant sur les fesses, dans de la poudreuse, 43 heures aller-retour. Donc pour résumer, l'eau, ça va trop nous coûter. L'abri,
tente, ça va trop nous coûter d'énergie de la porter, ça va trop nous coûter d'énergie de rester dormir là-haut aussi. Et puis la nourriture, ça va trop nous coûter d'énergie de la porter. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme sagesse? Déconstruire les choses en principe premier, comme la survie, c'est toujours pareil. C'est de l'eau, la nourriture, un abri. Le business, c'est trafic, vente, un produit. Les amis, la santé, voilà, on peut tout déconstruire en partant du principe premier. Pour le business, on parle de lean business. C'est un peu pareil que Night Naked Climbing. Parce que cette ascension a vraiment donné... Ça a donné naissance à tout le mouvement du speed climbing. Donc voilà, on innove en décomposant les choses par leur principe premier, en quantifiant les choses sans utiliser la réflexion par analogie. I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. But first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true, or as sure as possible is true? And then reason up from there. That takes a lot more mental energy. Somebody could say, in fact people do, that battery packs are really expensive and that's just the way they'll always be, because that's the way they've been in the past. You're like, well, no, that's pretty dumb, because if you applied that reasoning to anything new, then you wouldn't be able to ever get to that new thing. Right. Like you can't say, horses. Nobody wants a car because horses are great and we're used to them and they can eat grass and there's lots of grass all over the place and there's no gasoline that people can buy, so people are never going to get cars. Right. People did say that. And for batteries, historically, it's cost $600 per kilowatt hour. So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down on a material basis and say, okay, what if we bought that in the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much, much cheaper than anyone realizes. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici.